On commence donc avec le Brexit pour nous intéresser au cas de Boris Johnson. Vous savez que les conservateurs se cherchent un leader et celui-ci sera automatiquement, ça se passe comme ça en Angleterre, le prochain Premier ministre. Johnson est favori et évidemment on s'interroge sur son programme pour gérer le Brexit. Et bien voici un début de réponse. C'était dans une interview à la radio LBC. It's time this country, frankly, stopped being so down about its ability to get this thing done. Okay. And what I offer at this election is the ability to change the equation, to change the way the approach, let's put that on some more. and not to continue with the old failed approach. Philippe Searle, on commence par vous, ça ne vous surprend pas? Non. Est-ce que Boris Johnson est optimiste, volontariste, ou est-ce que quand il dit si on n'a pas d'accord, c'est pas grave avec l'Union européenne, il est carrément dangereux? Je pense qu'il est omnubilé par lui-même. Il a une seule envie, c'est de devenir Premier ministre. Et il va dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais quand vous écoutez cet entretien, si vous écoutez la totalité, ça dure une demi-heure sur LBC, qui était hier matin, et il ne dit rien, il ne répond à aucune question. Alors c'est très vague. Vous avez vu dans cet extrait, il dit, il faut qu'on arrête d'être pessimiste, on a des possibilités, mais il n'explique pas comment, il n'explique pas vraiment ce qu'il va faire. Et il a une façon de tourner autour du pot pour endormir les gens, qui marche à merveille, et il est convaincu lui-même de ce qu'il pense, et il ne répond pas aux questions. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus troublant avec Boris Johnson. Mais il y a encore pire que ça, qu'aujourd'hui, il y a un sondage de YouGov, qui est un sondeur du gouvernement britannique, qui a trouvé que 73% des conservateurs en Grande-Bretagne se fichent du fait que si la Grande-Bretagne part le 31 octobre et l'économie est gravement affectée, c'est pas grave. Il faut qu'on parte le 31 octobre et c'est tout. Et c'est ce qu'il dit, Boris Johnson. Et Johnson ne dit pas ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est parce qu'il le cache aux Anglais ou est-ce que parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire? Je pense qu'il a une vague idée dans sa tête de ce qu'il voudrait faire. Il est clair sur une chose. Il va déchirer l'accord que Theresa May a négocié avec l'Union européenne. Ça n'existera plus. Et il est convaincu aussi qu'il va retourner à Bruxelles pour négocier un nouvel accord avec l'Union européenne. Et il dit, très bien, j'y vais. Nous sommes dans une position de force. On va nécessairement réaliser un nouvel accord avec l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. Et donc, on partira avec un accord le 31 octobre. Mais si jamais nous n'arrivons pas, c'est pas bien grave. On partira de toute manière le 31 octobre et on tombera sous les lois de l'Organisation mondiale du commerce et on continuera très bien. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que tous les traités qui ont été négociés avec l'Union européenne vont tomber à plat. Il faut tout renégocier et on n'aura aucune période d'adaptation qui est prévue dans l'accord de Theresa May jusqu'à la fin de 2021 pour y arriver. Du jour au lendemain, on n'a plus rien. Donc, c'est ça ce qui est le plus inquiétant avec Boris Johnson. Et juste pour terminer, c'est guère mieux en face avec Jeremy Hunt, qui est aussi déterminé que Boris Johnson pour sortir de l'Union européenne le 31 octobre. C'est l'autre candidat conservateur, voilà, c'est celui qui est derrière lui. Oui. Voilà, et donc on saura le 23 juillet qui des deux va être le prochain Premier ministre. Mais lui, il dit, de toute manière, on partira le 31 octobre, pas de problème. Mais évidemment, si on est sur le point de négocier quelque chose de meilleur, là, j'attendais un petit peu, je suis prêt à prolonger la date. Alors que Boris Johnson, c'est le 31 octobre, c'est à prendre ou à laisser, on s'en va. Alors, on a posé la question à nos internautes, Boris Johnson vous inquiète-t-il? Vous n'avez pas vraiment d'avis, ou plutôt vous êtes très partagé, puisque c'est 51-49. Alors, on se tourne vers Christian Macarian, dont on sait à quel point il connaît bien les affaires internationales, pour savoir si lui est inquiet ou pas. Non. Je ne suis pas inquiet parce que je tiens d'une confidence en tête-à-tête de Boris Johnson, que j'ai rencontré une fois à Paris, la phrase suivante, qui me fait penser d'ailleurs à Donald Trump. Nous étions dans un dîner, puis on s'est isolé un petit moment, et comme je le harcelais de questions, c'était il y a quelques années, lors de la parution de son livre consacré à Churchill, l'édition française. C'était donc avant le référendum, peu avant. Et il m'a dit, vous semblez inquiet, de façon narquoise et aristocratique, vous semblez inquiet, cher ami, de tout cela, vous m'avez posé tant de questions. Je dis, oui, je suis inquiet parce que j'aime beaucoup
l'Angleterre et que je n'ai pas envie de la voir quitter l'Union européenne. Il m'a répondu en anglais, « Don't worry, this is not going to happen. » Ça ne va pas arriver. Et ça me fait penser à la phrase qui est rapportée dans une biographie de Trump, on le sait très bien, elle est très célèbre, où Trump disait à un moment de la campagne électorale, au tout début, « De toute façon, je ne serai pas élu, tout ça, c'est très bon pour moi, et de toute façon, je ne passerai pas. » Eh bien, Trump est passé et Boris Johnson s'apprête à être investi. Donc, il y a là un côté joueur, si vous voulez, gambler, qui est quand même assez caractéristique du personnage. C'est pas du tout rassurant, du coup. Non, c'est pas rassurant, mais là où je suis pas inquiet, c'est qu'il y a une cohérence du côté européen. C'est-à-dire qu'on ne va pas renégocier. Il peut raconter ce qu'il veut, M. Johnson. On ne va pas refaire un accord global avec le Royaume-Uni. Et donc, c'est M. Johnson qui pliera le genou au final. Je crois qu'il faut que les Britanniques se retirent à ce stade, non pas parce que je le souhaite, mais parce que, de toute évidence, c'est le seul moyen de crever l'abcès et de résoudre le débat qui a lieu chez eux. Ou bien M. Johnson parvient à une situation moins catastrophique, ou bien tout simplement, il y aura, je parle sous le contrôle de Philippe, des élections générales anticipées de nouveau, voilà, qui consacreront cette fois la liquidation du parti conservateur et également du parti travailliste, et on aura au Royaume-Uni, comme on l'a eu en France avec la liquidation de la gauche et de la droite, comme c'est déjà largement amorcé en Allemagne, comme ce fut le cas en Italie, comme c'est le cas aux Pays-Bas, comme c'est le cas en Belgique, on aura l'émiettement du paysage politique du 19e siècle. Un peu partout, c'est le cas. Et dans ce cas-là, on pourra reparler. Donc, quelque part, Boris Johnson ne m'inquiète pas. Maxime Veil, vous connaissez bien le Royaume-Uni, hein, c'est... Oui, je suis rescapé du Brexit, je suis revenu ici à cause du Brexit, exactement. Ouais, vous avez vécu longtemps. J'ai vécu en tout 5 ans et je suis plutôt inquiet de voir Boris Johnson arriver au 10 Downing Street parce que pour moi, ce côté joueur, ce côté indécis, il le porte bien, il ne répond pas effectivement aux questions, il veut renégocier un accord qui n'est pas renégociable. On sait très bien que l'Europe n'a aucune envie de rouvrir l'accord de divorce qui a pris tant de temps à être mis sur la table avec tout le monde autour qui soit d'accord. Et donc en fait, quand on lui pose la question de savoir comment on va le faire, il est vague. Le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a un déni de réalité de la part de Boris Johnson parce qu'il va devoir régler une équation que Theresa May n'a pas pu régler et que lui ne pourra pas régler non plus, finalement. Le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne, mais il ne sait pas comment le faire. Et vous avez le Labour qui est complètement divisé, le Parti conservateur qui est complètement divisé, le Parlement britannique qui est complètement divisé, le pays qui est divisé. Et donc finalement, vous tirez la couverture d'un côté, ce qui va faire, c'est que les conservateurs, beaucoup plus brexiteurs, beaucoup plus, on va dire, extrêmes pour une sortie, vont être très contents, vont voter pour lui. Mais tous les modérés, tous ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, ou au moins avoir un accord peut-être d'union douanière, ou de rester dans le marché unique, ne vont pas le suivre. Et donc il va se retrouver avec le même problème, il n'aura pas de majorité au Parlement. Donc effectivement, il y aura probablement des élections anticipées. Moi, je pense aussi que ce scénario est très probable. Il y a quand même quelque chose de très intéressant avec Boris Johnson, c'est que c'est la première fois depuis le vote du Brexit qu'un Brexiteur est au pouvoir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Theresa May, elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle était opposée au Brexit. On sait qu'elle était opposée au Brexit, donc elle devait gérer les affaires courantes, bon an, mal an. Là, Boris Johnson a fait campagne pour le Brexit, avec beaucoup d'arguments très fallacieux d'ailleurs, que maintenant on voit qui sont vraiment mensongers. Et aujourd'hui, il est mis face à ses responsabilités. Ça, quelque part, je trouve ça plutôt bien. Le problème, c'est que la perspective d'un no deal, donc le fait de sortir le 31 octobre de l'Union européenne sans aucun accord, est de plus en plus probable, et je pense que les conséquences économiques seront assez fortes pour le Royaume-Uni et aussi pour l'Europe. Et ça, il faut s'en inquiéter. Marianne Viry, est-ce que l'écrivain que vous êtes est sensible au caractère romanesque de cette situation où le Royaume-Uni fonce vers l'inconnu à tombeau ouvert dans la nuit sans phare? Oui, avec un dirigeant, parce que je crois qu'il ne fait pas de doute qu'il sera Premier ministre, hein, puisque maintenant on est dans la phase où, après que les parlementaires aient voté, c'est les militants conservateurs qui vont voter. Il y en a à peu près 150 000. Et je crois que les sondages au sein des militants conservateurs sont bons pour Boris Johnson. Le psychotype, si je puis dire, donc le type psychologique de Boris Johnson est finalement très, très anglais, assez typique, avec peut-être une nuance d'orientalisme, si je puis dire, parce que son arrière-grand-père était
Ministre de la Sublime Porte, absolument, oui, tout à fait. Bon, c'est un type qui, je crois, a fait Eton, Oxford, qui connaît bien la culture classique. Enfin, c'est pas du tout Trump, quoi. C'est beaucoup plus profond du point de vue de la culture générale, du point de vue de l'intelligence. Ils n'ont pas le même coiffeur non plus. Ils n'ont pas le même. Non, ils pourraient. Ils pourraient. Et c'est probablement un homme extraordinairement intelligent qui n'ait pas la moindre idée de la méthode avec laquelle il va aborder la période critique avant le 31 octobre, ça me paraît tout à fait clair, mais qu'il l'a. Et puis il peut quand même s'appuyer sur une diplomatie anglaise qui est tout de même très préparée et qui connaît parfaitement Bruxelles. Donc je ne sais pas, je suis plutôt pas inquiet, tant ni sa personnalité ne m'inquiète pas. Et la diplomatie anglaise a des ressources insoupçonnées et l'Europe cherchera un accord. Donc pourquoi est-ce qu'au fond on fait un drame de cette histoire-là, puisqu'après tout les Anglais ont démocratiquement tranché. Je vais vous dire pourquoi il faut être inquiet aussi, c'est parce qu'il y a toujours cette perspective éventuelle d'un deuxième référendum ou pas. Et même si on a un deuxième référendum et les Britanniques votent pour rester dans l'Union européenne, par exemple, très bien. Si les Britanniques votent pour partir de l'Union européenne, ils votent une deuxième fois dans le même sens. Les divisions dans le pays maintenant sont tellement profondes entre les pour et les contre et les... Je ne sais pas exactement ce que je pense. Il va falloir, même si on reste dans l'Union européenne, les divisions sont déjà créées pour que ça dure pendant des décennies après, avant que ça soit cicatrisé. Et c'est ça qui est grave pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que le peuple est complètement divisé à un tel point qu'il y a des gens qui ne se parlent plus à cause du Brexit. Et je ne vois difficilement aucun politique, que ce soit un homme, une femme, de gauche, de droite, ou de n'importe quel penchant politique, qui soit capable de présenter un programme qui va cicatriser ce problème. Et malheureusement, Boris Johnson est très mal placé pour y arriver. Ou pas, parce que il va de soi que l'Europe est un sujet de guerre civile, par définition, oui, parce qu'au fond, c'est un conflit de loyauté, quoi, où on est anglais, où on est anglais-européen, où on est français, où on est européen. Non, mais c'est comme ça que les choses se présentent psychopolitiquement, si je peux dire, aujourd'hui, on le voit bien. Si ça va bien, si on s'en va à la fin du mois d'octobre, et ça se passe très bien, l'économie rebond, le chômage reste au niveau actuel et on signe des tas de contrats à travers le monde avec des tas d'entreprises comme on voudrait et on a de la libre-échange de marchandises avec l'Union européenne et tout va très bien, Madame la Marquise. Je pense que la cicatrice sera moins profonde. Mais si ça va mal, qui risque d'être faux le cas, si on part sans deal, là je pense qu'on est vraiment face à une très grave crise en Grande-Bretagne même, entre ce peuple tellement divisé. Oui. Et moi, il y a juste un point qui me chagrine, c'est que tout ça a commencé à l'intérieur du Parti conservateur et tout cela finit à l'intérieur du Parti conservateur. Autrement dit, c'est un parti politique qui a mis le Royaume-Uni dans cet état et dans cette situation. Si ça n'est pas le symptôme criant d'une décomposition du paysage politique en cours, alors je ne vois plus clair du tout. Il est évident qu'il doit y avoir une opération de clarification politique à cette occasion. Le Brexit n'est pas seulement une question de relation entre le Royaume-Uni et l'Europe, ça n'est pas une crise mystique, c'est aussi de la base politique. Et de cette manière-là, M. Johnson et son avènement bientôt confirmé, ne fait que révéler une nouvelle fois que le Royaume-Uni traverse une crise de la représentation politique à l'égal d'autres pays de l'Union, chaque pays ayant sa propre méthode de décomposition et ses propres symptômes de décomposition. Mais si on voit ça comme ça, à mon avis, c'est un peu moins dramatique. Il faudra aussi, pendant que M. Johnson fera ses gesticulations, que le couple franco-allemand trouve une nouvelle dynamique, ce qui n'est pas du tout en cours et pas du tout garanti. Donc il y aura aussi d'autres problèmes. Je crois qu'il faut essayer d'élargir la focale et de dédramatiser un petit peu cette situation. Un dernier mot là-dessus. Oui, non, vous parlez du Parti conservateur, c'est très vrai ce que vous dites. Il faut regarder aussi l'opposition en face, qui est tout aussi divisée. C'est-à-dire que Jeremy Corbyn, on n'a aucune idée de ce qu'il veut faire du Brexit. À chaque fois qu'on lui
lui pose la question, je crois qu'un journaliste récemment lui a posé 11 fois la question de suite, il était incapable de répondre si oui ou non le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne et comment. Et donc en fait, la plus grande chance de Boris Johnson, quelque part, la dernière chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est le fait que l'opposition est complètement incapable de gérer cette situation non plus. Donc c'est peut-être mieux d'avoir Johnson que Corbyn, entre la peste et le choléra, je ne sais pas, il faut choisir. Mais quelque part, l'opposition a elle aussi une très grande responsabilité dans la situation actuelle. Merci. Un dernier mot que nous laisserons à nos internautes, à Citoyen qui nous dit « Johnson est tout à fait compatible avec le Brexit, on revient aux fondamentaux, on s'en va de l'Union européenne et voilà ». Tandis qu'Éric ne comprend pas comment les Anglais peuvent revoter pour cet homme qui les a menés en bateau avec le Brexit, auquel il était, on le rappelle, extrêmement favorable. Nous allons revenir en France pour parler de cette affaire du Burkini. Dimanche dernier, une dizaine de femmes vêtues de cette tenue couvrant intégralement et permettant néanmoins de se baigner. Elles ont pénétré dans la piscine Jean-Bron, c'est à Grenoble. Elles avaient confié les journalistes pour immortaliser ce moment. Le maire Europe Écologie de Grenoble, qui est partie prenante puisqu'il s'agissait d'une piscine municipale, est intervenu hier sur BFM TV pour dire ce qu'il en pensait et en fait il n'est pas très à l'aise. Ou bien on a un débat sur la laïcité dans l'espace public, parce que là on est dans un service public standard, et donc il faut qu'on ait ce débat qui est un débat qui concerne la nation autour de la laïcité. Bon, pourquoi pas. On a vu ce qu'il en était sur les plages d'été dernier, tous les arrêtés ont été cassés par le Conseil d'État. Ou bien on regarde juste l'hygiène et la sécurité, et à ce moment-là il faut poser les termes d'un dialogue serein. Voilà, et le même maire de Grenoble a annoncé qu'il ne modifierait pas le règlement intérieur des piscines cet été. Alors, le burkini n'y est pas autorisé, mais pour des raisons d'hygiène, pas pour des raisons de laïcité. Écoutez maintenant un point de vue un peu plus tranché, ou en tout cas en faveur de l'interdiction, c'est celui d'Éric Diard. Alors, il est député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Il est par ailleurs rapporteur de la mission d'information sur la radicalisation dans les services publics, dont le Figaro a publié ce matin de larges extraits, du rapport publié par cette mission d'information. Et par ailleurs, il a été maire de Saucey-les-Pins, c'est donc dans les Bouches-du-Rhône, et à l'époque, il avait pris un arrêté anti-burkini. Et voilà pourquoi il convient, selon lui, de l'interdire. Le burkini pose des problèmes, premièrement. Ce burkini existe depuis peu, c'est pas une tradition ancestrale ou une tradition religieuse. Deuxièmement, il pose des problèmes d'hygiène. Moi, si je vais à la piscine et que je mets un short de surf, je me fais virer. Il pose des problèmes de sécurité, c'est ce que me disaient les sauveteurs, c'est-à-dire si vous vous noyez tout habillé, vous pesez beaucoup plus lourd que lorsque vous êtes en maillot de bain. Et il pose des problèmes d'atteinte à la laïcité. Voilà, et avant de lancer le débat, je vous propose de prendre connaissance de ce propos du ministère des Sports qui a fait un point un petit peu juridique sur ce sujet en disant que les personnes qui fréquentent une piscine municipale sont des usagers du service public vis-à-vis desquels il n'existe pas de législation restrictive quant au port d'une tenue qui s'apparenterait à un motif religieux. En d'autres termes, on ne peut pas le leur interdire puisque la liberté de conscience prime. En revanche, on pourrait interdire le burkini sur la base de raisons objectives telles que l'hygiène ou la sécurité. Alors, nos internautes, ceux qui sont en train de nous suivre, ont eux un avis assez tranché sur la question, puisqu'ils sont à 92% favorables à une loi, ou oui, ce serait probablement une loi, pour interdire le burkini dans les piscines municipales. Marin de Viry, vous avez un point de vue sur ce sujet ? Oui. D'abord, c'était une opération qui n'était pas totalement innocente, c'était une opération militante. J'ai l'impression que plusieurs personnes arrivent en même temps dans une certaine tenue dans un endroit public. Bon. Cette opération, elle avait donc pour but d'essayer, j'imagine, de généraliser ce fait, enfin de faire en sorte qu'il y ait une autorisation générale, une tolérance, etc. Bon. Donc du coup, c'est une forme de prosélytisme vestimentaire, si vous voulez, qui, moi, ne me convient pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Parce que, au fond, c'est une sorte de burqa aquatique, ce truc-là. Donc il y a quelque chose de très agressif. Elle n'est pas étanche, oui. Mais il y a quelque chose de très agressif.
de très agressif, de très prosélyte, et donc ça ne va pas. Donc ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour la République, ni pour l'espace public, ni pour l'hygiène, ni pour la sécurité, ni pour la laïcité, il faut l'accepter, quoi. Donc il faut être vraiment extrêmement ferme avec ça. On rappellera qu'un autre épisode de ce type avait eu lieu au mois de mai dans une autre piscine de Grenoble avec la même organisation. Philippe Turle, vous connaissez la réglementation en Angleterre? Est-ce qu'on voit des femmes en burkini? On sait qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes outre-Manche. Quand vous épluchez la presse britannique sur le burkini, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les histoires qui concernent la France. Oui. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de règles en ordre pour cela. Donc on est libre de faire ce qu'on veut. Pour le moment, il n'y a pas eu de règlement et je pense que c'est un problème qui, à ma connaissance, a été moins visible en Grande-Bretagne qu'en France, qui a fait moins de bruit certainement qu'en France. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, quand je vais à la piscine, ce qui est pas très souvent, mais quand j'y vais, on m'impose un bonnet sur la tête. On m'impose un vrai maillot de bain, il n'y a pas de short de bain, donc j'accepte la réglementation et voilà, j'y vais. Et si je ne l'accepte pas, j'y vais pas, c'est simple. Mais je pense que là, on a des cas individuels en France de certaines villes qui l'ont interdit, mais il n'y a pas de législation générale. Là, je pense qu'il est temps que l'État intervienne pour que ça soit clair. Parce que là, on est dans une espèce de flou concernant les règlements. Est-ce que ça fait partie de la laïcité ou pas? Est-ce que la ville a le droit d'interdire ou pas? Est-ce qu'une interdiction va être ensuite interdite parce que c'est contre la loi? Tout ça, c'est très flou. Et je pense que quand j'ai lu ce matin l'excellente éditorial dans le Figaro par Yves Tréhard sur le fait que le gouvernement a traîné la patte vis-à-vis de la législation contre ce genre de pratique. Voilà, je pense qu'il est temps quand même que l'État intervienne pour faire du clair dans cette histoire. Parce que là, ça ouvre la porte partout à ce genre de pratique où les gens disent finalement, il n'y a pas de législation générale, donc on est dans notre droit, on fait un coup de point quelque part pour donner notre avis. Si c'est interdit partout, il ne pourrait plus. Maxime Sbaï, est-ce que le libéral que vous êtes considère que chacun doit pouvoir finalement s'habiller comme il veut?